Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler, il y a divers sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Le premier ça va être, je vais vous donner un rapide sommaire, mais on va voir un petit peu l'alimentation durant l'alimentation bio et le comportement des gens durant le confinement. On va voir aussi, ça va être le dossier un petit peu plus long du jour qui va être sur l'OMAD. Alors OMAD c'est quoi? C'est One Meal a Day. Donc c'est une forme de jeûne intermittent un petit peu différent avec un seul repas par jour. Ensuite on va voir aussi le café qui peut modifier le goût de certaines saveurs. On va voir quand est-ce que vont rouvrir les salles et surtout au niveau des abonnements, comment ça se passe. On va voir aussi un petit lien d'une recette que je vais partager avec vous. Bon, avant de démarrer, je tenais à préciser que dimanche à 9h est sortie sur le site une grosse formation de 3 heures sur la perte de graisse qui va regrouper une partie entraînement, une partie nutrition et une partie sur le style de vie, dont notamment, c'est la troisième partie sur le style de vie. Vous pouvez y accéder si vous êtes VIP, mais aussi si vous n'êtes pas VIP, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller voir ça. Honnêtement, c'est pour les gens qui n'ont pas envie de trop s'attarder sur toutes les formations que j'ai pu faire dans les détails. Là, ils vont avoir les grandes lignes, mais aussi pas mal de nouveaux concepts, notamment au niveau de l'entraînement, qui peut bien correspondre au mode de vie confiné qu'on a en ce moment. Au niveau nutrition, c'est pareil, ça met un grand coup de balai dans pas mal de notions qu'on pourrait entendre à droite à gauche, pour se concentrer uniquement sur ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne donnera des résultats assez rapidement, contrairement à ce qu'on peut croire. Perdre du gras, ça va relativement vite. Ceux qui disent que c'est quelque chose de long terme, le long terme c'est pour la santé, pour aller vite, pour se motiver et pour réussir à avoir un poids de corps qui nous satisfait et qui est bon pour la santé, entre guillemets, parce qu'un régime n'est pas bon pour la santé, mais le résultat du régime va améliorer la santé, puisque le surpoids étant un des marqueurs de la mauvaise santé métabolique. Donc bref, tout ça est dedans. La partie style de vie est vraiment très complète. On parle de plein de choses, même de sexualité, d'hormones, de comportement, de perception des choses au quotidien. Bref, tout un tas de choses, et tous ces points vont être reliés les uns aux autres pour vous faire perdre le plus de graisse possible et le plus rapidement possible. Donc bon, je m'arrête ici pour la petite page de publicité, on va dire. Vous avez le lien directement sous cet épisode et vous pourrez y accéder directement. Bon, on démarre avec le premier sujet du jour. Le premier sujet du jour, c'était le confinement, source de conversion au bio, oui ou non. Et en fait, c'est assez intéressant de voir que depuis plus d'un mois, les producteurs locaux ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 30%. Cette habitude du bio, est-ce qu'elle restera après le confinement ou non? Et en fait, il disait que le confinement a incité les consommateurs à se rapprocher des cultivateurs de fruits et légumes locaux. Nombreux sont ceux qui se sont convertis au bio, en disant c'est la première fois qu'on assiste à des ruptures de stock et à l'augmentation du prix d'un panier moyen de 40 à 60 euros, pour cause les habitués achètent plus et de nouveaux clients affluent. Une aubaine pour la grande distribution, mais aussi pour les producteurs. Cette ruée vers le bio s'arrêtera-t-elle en même temps que le confinement? Alors, moi je fais quand même une différence entre producteurs locaux et bio. Il y a des producteurs locaux qui ne font pas du bio et il y a du bio qui n'est pas local. Donc il faut pas trop mélanger. Là c'est un article où est-ce qu'ils ont publié ça? Sur LCI. Il faut faire attention, est-ce qu'ils mangent plus bio, est-ce qu'ils mangent plus local? C'est un petit peu, mais bon, il y a quand même des habitudes qui ont changé. J'espère que c'est pour le local. Le bio c'est très bien, mais il faut quand même encourager le local à partir du moment où il est de bonne qualité, bien sûr. Mais bon, logiquement, quand on a les bons réflexes au niveau alimentation, on n'est pas censé acheter des lasagnes locales ou des pizzas locales. On n'est pas censé. Si, pour se faire plaisir, mais dans la diète du quotidien, on est plutôt censé se tourner vers des aliments plus bruts, plus sains. Et après, on peut aussi se dire que, sorti du confinement, les gens, certainement, alors ceux qui auront eu, un petit peu des flashs révélateurs en se disant mais finalement c'est pas si cher que ça pour les personnes qui ont les moyens évidemment, mais je pense pas que le panier moyen ait augmenté pour les personnes qui n'avaient déjà
pas ou peu de moyens, puisque dans tous les cas, quand on n'a pas les moyens, on peut pas le faire. Et si on n'a pas les moyens de passer de 40 à 60 euros de course, on n'a pas les moyens, c'est tout. Les gens, je pense pas qu'ils se mettent à découvert au-delà de la limite, tout simplement pour manger bio. Ils vont manger et puis faire avec les moyens qu'ils ont. Donc ça va certainement ouvrir les yeux sur une catégorie de personnes, sur une tranche de la population, et malheureusement, enfin je sais pas si on peut dire malheureusement, mais c'est la conséquence un petit peu de ça, c'est que ça sera forcément les gens qui ont le plus de moyens qui vont prendre des bons réflexes. Mais bon, il faut se dire une chose, c'est que s'il y a un petit peu plus comme ça de gens qui s'y intéressent, il y aura peut-être plus de producteurs qui vont se tourner vers ce genre de production. Et donc du coup, peut-être proposer, s'il y a plus d'offres, peut-être que les tarifs vont baisser. On peut rêver un petit peu. Bref, on passe à la suite. Le deuxième article que je voulais développer avec vous, c'est cette histoire du café qui pourrait modifier le goût des aliments. Donc c'est un article que j'ai vu dans Science et Vie qui a été publié cette semaine-là. Donc il disait: une nouvelle étude danoise vient de montrer que le café altère le goût. Les aliments sucrés semblent encore plus sucrés et les aliments amers le paraissent moins. Voilà pourquoi les sucreries sont autant appréciées à l'heure du café. Les chercheurs ont testé le goût et l'odorat avant et après la prise d'un café de 156 participants. Et ils ont remarqué qu'il n'y avait aucune modification olfactive, donc au niveau des odeurs, mais bien gustative, au niveau du goût. En effet, le café augmente la sensibilité au sucré et diminue celle à l'amer, tandis que la perception du salé et de l'acide ne change pas. Alors moi, ce que je vois là-dedans, je vois plutôt du positif dans le sens où qu'est-ce qui est amer ? C'est plutôt... déjà, le café est amer. Mais l'amertume, c'est quelque chose... Alors, il y a du positif et du négatif. Si ça fait apprécier un petit peu plus le côté amer, ce qui n'est pas dit dans l'étude, mais si chez certaines personnes le goût amer est plaisant et donc du coup ça l'amplifie par le café, ces gens-là vont avoir tendance à plus aimer les aliments amers qui vont être parfois les légumes, certains végétaux on va dire, et donc c'est plutôt positif pour la santé. À l'inverse, pour les gens qui détestent ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas écrit dans l'article, hein. C'est moi qui en tire des conclusions par rapport à ce que je viens de lire. Ce que je viens de lire étant que ça amplifie le goût amer et ça amplifie le goût sucré. Et moi, j'essaye de tracer une espèce de conclusion par rapport à ça, une observation. Donc, je suis en train de dire que si les gens aiment le goût amer, ils vont peut-être se tourner un petit peu plus vers les légumes. Encore plus, on va dire, enfin vers les végétaux, ils sont pas tous amers, mais ceux qui sont amers en tout cas, qui sont d'ailleurs assez intéressants pour le foie par exemple, le goût amer, mais pas que. Et donc, pour les personnes qui n'aiment pas du tout les légumes et qui n'aiment pas le goût amer, le café va plutôt les distancier, on va dire, les distancer plutôt de ce genre d'aliments. Donc c'est un petit peu double effet qui se coule, quoi. Et la deuxième chose, pour le goût sucré, moi je trouve ça intéressant que ça amplifie le goût du sucre. Pourquoi ? Parce que si le café amplifie la perception du goût sucré, on aura moins besoin de sucre pour être rassasié. En goût sucré, je parle. Notamment, peut-être que manger une pomme va nous paraître bien plus sucré si on est consommateur de café que si on ne l'est pas. Et du coup, s'il y a des personnes qui sont fortement attirées par le goût sucré, peut-être qu'elles pourront trouver leur compte dans des choses plus saines, comme les fruits, en consommant du café. Alors je dis pas qu'il faut consommer en même temps, je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre la différence que je suis en train de faire entre les deux, mais il y a quand même quelque chose de relativement intéressant, et voilà, en fait, il faut partir du principe, faut toujours, comme je le dis à chaque fois, s'analyser. Et si vous arrivez à vous dire que vous détestez tel ou tel aliment et qu'il est amer, vous avez des chances d'encore plus le détester avec la consommation de café. À l'inverse, si vous aimez ça, ça va être amplifié. Donc si vous avez des problèmes avec le sucre, ça peut être une petite stratégie, et je dis bien une petite stratégie pour vous, pour qu'un fruit par exemple soit suffisant et plus besoin de prendre, je sais pas, peut-être que c'est du coca, peut-être que c'est n'importe quelle boisson sucrée ou n'importe quel aliment sucré industriel que vous consommez au quotidien pour vous réconforter, on va dire. Peut-être que le café pourrait
pourrait vous faire passer à quelque chose de plus sain parce que vous allez percevoir du sucre, le goût sucré plus intensément dans des aliments qui le sont moins au goût aujourd'hui pour vous. Voilà. Bon, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que ça fait un petit peu avancer les choses, un petit peu avancer les perceptions, les connaissances, quoi. Même si ça reste du détail et que c'est pas forcément applicable dans le quotidien de tout le monde, et je dirais pas aux gens de consommer du café ou de ne pas en consommer. Moi, je suis un consommateur de café et il y a des gens qui le sont pas. Je défends ni les uns ni les autres. Je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler ici. Bon, on va voir maintenant un petit rapport là par rapport à cette histoire de rouverture de salles le 11 mai. Donc en gros, pas d'annonce sensationnelle ni rien. C'est pas clair, c'est-à-dire que c'est probable que ça ne réouvre pas le 11 mai. Donc ça, je pense que personne ne se faisait une fausse joie là-dessus. Ça va être, ça va être de plus en plus sujet à débat, ces choses, etc., par rapport au fait qu'il y ait des gens qui pensent que c'est pas risqué, d'autres qui pensent que c'est risqué, et d'autres qui vont comparer ça à d'autres choses où on est par exemple dans les grands magasins, on touche tous plus ou moins les mêmes trucs, et finalement les bars c'est pareil. Enfin bon, il y a des débats, il y a du pour, il y a du contre. Je peux comprendre que les sportifs sont un peu en colère, notamment ceux qui n'ont pas de matos chez eux. Ça va être progressif, et ça reste quand même un endroit, alors à la fois où le ministère peut-être de la santé ou je sais pas quoi pourrait dire ouais ça serait bien de les réouvrir parce que bon les gens il faut qu'ils fassent du sport, et d'autres qui diraient dans le même ministère qui diraient ouais mais attends c'est quand même l'endroit le plus sujet à contamination parce qu'ils vont toucher les mêmes machines, ils vont tousser, transpirer, j'en sais rien, envoyer des gouttelettes à droite à gauche en faisant du cardio et tout, donc est-ce que c'est forcément une bonne idée? Donc je peux comprendre que ce soit pas clair. Je peux comprendre aussi que y ait des gens qui soient frustrés et qui ont envie de se réentraîner en salle. En tout cas, on va parler d'une petite chose qui est annexe à ça, mais pas mal de personnes se posent la question, c'est le problème des abonnements. Pourquoi je parle de désabonnement? Parce que pas mal de personnes qui, par exemple, s'étaient abonnées début d'année là, dans une salle de sport, ont vu les prélèvements qui continuaient à courir. Et donc du coup ils avaient plus accès, donc ils se disent mais attends comment ça va se passer, est-ce que la crise va les pardonner, est-ce que c'est à nous de faire un effort de continuer à payer sans y aller et on n'aura rien? Et en fait là il y a la secrétaire d'État du ministre de l'économie et des finances Agnès Pannier-Runacher qui s'est exprimée concernant un cas particulier qui pourrait bien vous concerner, celui où vous continuez d'être prélevé durant ce confinement. Donc c'était le cas d'un auditeur de RMC qui a demandé à la secrétaire d'État quelle était la solution qui s'offrait à lui. Voici la réponse d'Agnès Pannier-Runacher. Dans votre cas, où vous avez probablement payé 1 an d'accès à la salle de sport et que vous ne pouvez plus y venir, le Code civil permet à la salle de continuer les prélèvements de mensualité, mais comme elle est temporairement dans l'impossibilité de remplir ses obligations qui sont de pouvoir ouvrir la salle de sport, il faudra qu'elle compense l'abonné que vous êtes. Bon, c'est pas très clair, c'est une réponse un peu politique, mais en gros, ça protège les deux. Donc, les salles de sport peuvent continuer à vous prélever, et à l'inverse, étant donné qu'elle ne peut pas fournir le service pour lequel vous êtes abonné, il faudra qu'elle fournisse une compensation à l'abonné. Mais en aucun cas, c'est précisé si c'est une compensation en termes d'argent, en termes de par exemple, une prolongation, c'est-à-dire que, est-ce que ça va être, la durée du confinement sera ajoutée à votre abonnement, c'est-à-dire que vous allez avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois offerts, j'en sais rien. Est-ce qu'il va y avoir une compensation autre? Je sais qu'il y a certaines salles de sport qui proposent des goodies, des choses comme ça. Et enfin, en tout cas, voilà, vous aurez le droit à une forme de compensation. Il faut que ça soit évidemment à la hauteur de l'argent dépensé. Ça, il faut pas vous faire avoir là-dessus. Et du petit, alors il faut pas eux ils y sont pour rien si ça a fermé. Ils sont pas responsables. Donc leur demander, je pense aux salles de sport qui fassent un geste plus élevé que la perte que vous avez eue, je pense pas que ce soit raisonnable. Après, ça c'est mon point de vue encore une fois. Une simple reconduction des mois perdus au niveau de l'abonnement, ça c'est déjà suffisant, je pense, à mon sens. Ça permet d'être correct. Après, vouloir plus, ça serait en fait porter la faute sur les salles de sport qui n'y sont pour rien. Je parle bien dans ce cas-là. Il y a peut-être des salles qui abusent, je sais pas, je connais pas tous les comportements, mais en ce moment, les salles de sport ne sont
pas responsables de leur fermeture, quelque part. Donc du coup, ça sert à rien de leur en vouloir pour ça. Je pense que là-dessus, faut être clair. Après, je pense que la moindre des choses, ce serait de proposer les mois perdus, les semaines perdues en prolongation, et voir probablement, s'ils ont du personnel disponible, de proposer des séances de sport en visio ou je sais pas moi, en live sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme ou sur Instagram, afin de maintenir... Enfin là, je pense que là, ça va être beaucoup plus les salles de sport qui sont vraiment concernées par votre forme physique et pas par votre portefeuille, tout simplement. Bref. Et moi, je pense un petit peu aussi qu'il va y avoir un gros bouleversement sorti du confinement. Il va y avoir énormément de personnes qui s'entraînaient depuis des années en salle, qui, le fait de ne plus pouvoir y accéder, ont perdu l'envie de s'entraîner et la motivation et vont abandonner. Donc ils vont repasser dans le mode ou sédentaire, ou alors ils vont trouver autre chose à faire, mais ça sera plus de la muscu en salle. Et à l'inverse, il y aura une catégorie de personnes qui, par l'ennui présent vraiment intensément durant le confinement, se sont tournés vers une pratique sportive X ou Y à la maison, ou même 1 heure à 1 kilomètre autour de chez soi par jour, et donc du coup vont se mettre à faire du sport. Mais je pense pas qu'il va y avoir des gens, ou peut-être quelques-uns, qui auront fait de la muscu, qui auront découvert la muscu à domicile durant le confinement, qui se seront vraiment mis pour la première fois de leur vie à entraîner leurs muscles en confinement, et vont avoir envie de pousser le truc et d'aller voir ce qui se passe en salle. Ils se sentiront plus en confiance parce que ils se sentiront un petit peu plus à l'aise dans leur corps. Donc il y aura de tout. Je pense qu'il y aura des nouveaux arrivants et des anciens qui disparaîtront tout simplement. Voilà. Bon, je passe à un autre article avant de faire le gros dossier. Alors, ça c'est juste une toute petite parenthèse que je fais, que j'ai vue, et je pense que c'est important d'en parler, et vous allez voir pourquoi. Pas mal de personnes sont seules durant le confinement, et je parle à ces personnes qui sont seules autour de moi, j'en ai quelques-unes, et quand je parle avec elles, là, ça commence vraiment à devenir très compliqué au niveau psychologique de ne voir personne. Et les gens commencent un tout petit peu à changer doucement de tempérament. Des personnes courageuses deviennent un petit peu moins courageuses. Des personnes avec un fort mental deviennent un petit peu plus faibles de ce côté-là. Et je pense que on ne reconnaît pas assez le courage des personnes isolées. On parle beaucoup des médecins, enfin, tout le personnel médical qu'on remercie, que je remercie à chaque fois d'ailleurs. On parle beaucoup de ces personnes-là. On a parlé de toutes les personnes qui travaillent dans les circuits agroalimentaires et tout pour pouvoir nous nourrir. Il y a également les personnes qui nous permettent d'avoir Internet, l'électricité, enfin tout le confort qu'on peut avoir à la maison. Donc un grand merci à toutes ces personnes-là. Moi, j'aimerais faire une petite dédicace, un petit message de reconnaissance quand même à toutes ces personnes qui vivent seules. C'est-à-dire des personnes qui sont seules, complètement seules, isolées. Quand je dis isolées, c'est juste seules chez elles. Donc du coup, les seules interactions qu'elles peuvent avoir, ça va être du virtuel, en visio, en Skype, etc., avec leurs proches ou leurs amis ou n'importe qui, mais elles ne voient personne. Elles n'ont pas de personne avec elles dans le quotidien. Et ces personnes-là, franchement, je peux vous dire chapeau, vous avez un gros courage, un grand courage, parce que c'est une situation qui, à mon sens, est très compliquée, et grâce à votre courage, à votre, au fait que vous arrivez à vous canaliser, ça devient pas du n'importe quoi. Parce que ça pourrait être possible de péter un plomb dans un cas de figure comme ça. De se dire, c'est foutu le confinement, je sors, je vais rejoindre les autres, je fais n'importe quoi. Alors il y en a peut-être qui le font, je sais pas, mais globalement, c'est quand même respecté. Et donc, chapeau à toutes les personnes qui respectent ça, parce que peu de personnes vous remercient, vous le reconnaissent. Moi, je le reconnais. Ça doit être pour vous une période extrêmement difficile, et vous avez beaucoup de courage d'être capable de rester seul au quotidien comme ça, de ne voir personne, et de surtout rester discipliné. Voilà. Donc, petit message à vous. Et pourquoi j'en viens à ça? Tout simplement parce que un petit message que je voulais passer, c'est que l'adoption d'animaux en refuge est autorisée par le gouvernement. Donc le ministère de l'Intérieur a annoncé samedi 11 avril la mise en place d'une attestation de déplacement dérogatoire ayant pour but l'adoption d'animaux en refuge. Cette décision fait suite à la sonnette d'alarme tirée par la SPA. Donc il y en a beaucoup qui se sont dit, ce serait cool que j'ai un chat, un chien, etc. Et je pense que c'est une très bonne période pour adopter un animal, parce qu'il y en a eu beaucoup qui ont été abandonnés durant le confinement. Donc sachez qu'il y a une attestation qui est sortie pour pouvoir vous déplacer
afin d'aller adopter un animal dans un refuge. Donc voilà, si vous voulez un petit peu meubler votre confinement avec une présence animale, je peux vous garantir que un petit animal, que ça soit un chien ou un chat, ça ajoute quelque chose à votre vie, à votre quotidien. Donc voilà. Et encore une fois, faites-le. Le but n'est pas de l'abandonner à la fin du confinement. Le but, c'est d'adopter un être vivant. Donc, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Voilà. Enfin, je tenais à le préciser parce que moi, si je l'avais pas vu dans les actualités que je lis pour faire le podcast, je l'aurais jamais su. Étant donné que je regarde ni les infos, ni rien du tout, pas de télévision, ni rien. Je l'aurais jamais su. Donc, je tiens à le partager parce que je sais que pas mal de personnes sont comme moi et ne regardent jamais les infos. Bref. Avant de passer sur le gros sujet du jour, je voulais juste vous dire que j'ai sur le site, alors vous allez voir dans l'onglet recettes, j'ai une petite recette de cookies sans farine et sans gluten que je fais avec de la poudre d'amande, de la poudre de noix de coco et des petites pépites de chocolat noir et tout. Et franchement, c'est une recette qui passe super bien parce qu'il n'y a pas de farine, donc c'est pas hyper glucidique. C'est pas des IG élevés, je vais y arriver. Mais c'est plutôt des bonnes graisses, des fibres. Bon, il y a du chocolat noir, ok, mais c'est un petit plaisir sympa pour accompagner le thé à 16h ou je sais pas, une petite collation plaisir à un moment donné de la journée. Pendant le confinement, c'est le moment de se faire plaisir. Donc voilà, je vous ai partagé la recette. C'est pas grand-chose, mais déjà ça va vous occuper un petit peu et puis vous permettre de vous faire plaisir sans dilater à vue d'œil un petit peu, quoi. Et moi, je sais que c'est une recette qu'on apprécie beaucoup à la maison. En moins de 30 minutes, c'est torché, cuisson comprise. Donc voilà, je vous recommande d'aller le voir. Je vous ai mis le lien directement en description. Je suis en train de le mettre en même temps que je vous parle, comme ça au moins ça vous permettra de voir un petit peu ça. Bon, on passe à la suite, c'est le dossier le plus complet, le plus long du podcast. J'ai perdu le fil, il est ici, voilà. Donc sur ce dossier, j'avais envie alors c'est un article de maigrirquebec.ca. Et ça parle du régime qu'on appelle OMAD, O-M-A-D. Donc en fait c'est one meal a day, un repas par jour. Je vais citer un petit peu des parties des parties de cet article pour que vous puissiez un petit peu avoir des informations par rapport à ce régime. Et après je vais donner mon point de vue par rapport à ça. Alors déjà, qu'est-ce que le régime OMAD ? Le régime OMAD consiste à ne prendre qu'un seul repas par jour pendant 1 heure de la journée et à jeûner les 23 autres heures. En accord avec d'autres formes de jeûne intermittent, les jeûneurs sont autorisés à boire du café noir ou d'autres boissons non caloriques et donc sans sucre, aux tisanes thé, pendant leur période de jeûne, mais rien d'autre. Les 4 règles du régime, un repas par jour, il y a 4 directives spécifiques que les personnes qui suivent un régime doivent suivre pour réussir l'OMAD, connu sous le nom des 4 règles. Alors, première règle, vous ne devez manger qu'un seul repas par jour. Deuxième règle, vous ne pouvez manger que durant 1 heure de votre plage horaire de 4 heures. Donc en fait, vous choisissez une plage horaire de 4 heures au quotidien, et dans cette plage horaire, vous devez manger que pendant 1 heure de ces 4 heures. Vous devez manger, donc troisième règle, vous devez manger sur une assiette de 11 pouces de diamètre. Alors je vais vous dire directement la conversion. Conversion pouces centimètres. On va voir un petit peu combien ça fait. Donc 11 pouces, donc je vais y arriver. 11 pouces, ça fait 27,94 centimètres. Donc voilà, vous avez le truc en direct, pas besoin d'aller faire la conversion. Donc vous devez manger sur une assiette de 27, combien j'ai dit ? Je me rappelle plus déjà. 27,94, donc 28 cm de diamètre. Ensuite, votre repas, quatrième règle, votre repas ne devrait pas être plus haut que 10 cm. C'est-à-dire que dans l'assiette, il ne devrait pas être plus haut que 10 cm, ça fait pas mal quand même. Ouais, ça fait une bonne assiette. Hein. Mais bon, si on a un repas par jour... à la limite, pourquoi pas, quoi. Ensuite, on passe sur les, entre guillemets, bienfaits. Premier point, accroissement. Et ça vient de l'article. Hein. Moi, après, je donnerai mon point de vue là-dessus.
Premier bénéfice, accroissement de la concentration et de la productivité. Qui n'a jamais encore... enfin voilà, le creux à 14h30, on dit que l'OMAD élimine la lenteur que les gens ressentent lorsqu'ils digèrent leur lunch parce qu'il n'y a pas de lunch, etc. Donc deuxième bienfait, perte de poids, il est extrêmement difficile d'avoir un surplus calorique quand on mange une fois par jour. Même si votre repas n'est pas sain, selon les normes normales, les normes normales, je savais même pas que ça pouvait se dire ça, vous ne consommez pas autant de calories que si vous en mangez toute la journée. Troisième avantage, liberté diététique, oubliez l'enregistrement des calories, etc., etc. Bon, moi je vais vous donner mon point de vue sur tout ça. Donc, je vais d'abord vous donner les côtés positifs. Si vous êtes majeur et vacciné, que vous connaissez très bien votre corps, que vous n'êtes pas sujet au TCA, etc., vous pouvez essayer cette diète en partant du principe que 1, vous allez perdre du muscle, 2, vous allez perdre du gras. Voilà. Et 3, vous allez manquer de micronutriments. Donc il faut avoir ça en tête. Ce qui veut dire, et là je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire « Oui, mais non, mais parce que si on consomme tout ça avec des jus et tout, on arrive à... » Moi je vous dis clairement, ça va être très compliqué de maintenir une diète comme ça au niveau santé toute votre vie. Donc ça peut être bien quand le jeûne est recommandé par exemple pour une pathologie X ou Y, pourquoi pas. Si vous voulez perdre du gras, vous pouvez essayer, à savoir que vous allez perdre certainement plus de muscles qu'à un autre moment, qu'avec une autre diète. Vous allez perdre plus de poids, mais globalement en fait. Donc je suis pas contre. Pourquoi ? Parce que moi-même l'ayant eu fait, mais sur des journées, non pas pendant des semaines ni des mois, c'est-à-dire que par exemple il m'arrivait quand je faisais un repas d'écart le samedi, ça on remonte à 7-8 ans en arrière, hein, de ne manger que le dimanche soir, de me faire un repas le dimanche soir et de pas manger le dimanche toute la journée. C'était un choix, majeur et vacciné, je le faisais, bon voilà, ça me donnait la sensation que ça marchait mieux, et j'avais des résultats assez satisfaisants, mais encore une fois, je le faisais que sur une journée. Je le faisais pas sur une semaine, etc. Donc ça, c'était ma méthode. Donc c'est pour ça, j'irai pas vous le déconseiller ou vous le conseiller, je veux juste vous donner un point de vue qui m'est personnel et qui me concerne peut-être que moi. Hein. Donc c'est pour ça. Donc je suis pas forcément contre à partir du moment où on prend ces choses-là en considération. Alors, le premier point qui dit l'accroissement de la concentration, etc., il est vrai que quand on ne mange pas, sa vitalité est un petit peu renforcée dans le sens où il n'y a pas un dispatching de vitalité sur la digestion. Vous savez qu'en fait, on a une dose de vitalité quotidienne, entre guillemets, elle est dispatchée par rapport aux efforts qu'on demande à un instant. C'est-à-dire que si vous venez de manger et que en même temps vous voulez faire, réviser, eh ben votre digestion va taxer une partie de votre vitalité. Cette vitalité ne sera pas pleine pour votre concentration et votre mémorisation. Donc évidemment que si vous ne mangez pas, vous avez plus de vitalité pour la concentration. Mais ça, c'est du très court terme, parce que si vous mangez pas pendant trop longtemps, hypoglycémie, etc., enfin, vous allez... les hypoglycémies sont pas obligatoires, hein, mais vous allez avoir une perte d'énergie sur le moyen long terme qui va faire que ça va être plus compliqué de réussir à vous concentrer, etc. Autre chose... Qui dit pas de repas, dit une glycémie plus stable. Et cette glycémie plus stable va faire que vous n'avez pas une surexcitation suivie d'un crash et d'une hypo. Donc du coup, vous allez avoir l'impression d'avoir plus d'énergie. En fait, c'est parce que vous avez une énergie plus constante. Et donc du coup, vous avez l'impression de rester plus focus plus longtemps. Ce qui se vérifie avec le jeûne intermittent, mais c'est pas le régime qui crée ça. Enfin, c'est pas... comment dire ? Il n'y a pas en fait un tour de magie dans ce régime qui pourrait fabriquer cette... c'est pas le régime qui améliore, qui booste votre concentration. C'est le fait de pas manger. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Ensuite, la perte de poids, j'en ai parlé. Et il y avait quoi d'autre ? Alors oui, il y a cette idée de... on perd du poids même si le repas n'est pas sain. Alors ça, faut faire attention parce que déjà que si vous mangez sainement, alors voilà les deux problématiques. Si vous mangez très sainement, ça va être très compliqué d'avoir pas mal de calories sur un repas parce que vous allez voir que ça représente des quantités astronomiques d'aliments sains. Donc du coup, vous allez manger moins de calories si vous mangez sain que si vous mangez malsain.
La problématique, c'est que si vous mangez malsain, donc des burgers, etc., pour avoir beaucoup de calories sur un seul repas, vous allez certes avoir beaucoup de calories, mais peu de micronutriments. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup d'énergie et peu de micronutriments, donc peu de vitamines, minéraux, oligoéléments, acides gras essentiels, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que si vous voulez manger sainement avec des bons des bonnes sources de nutriments qui vous apporteront les bons micronutriments, vous allez vous rendre compte que votre appétit n'est pas suffisant sur un repas. Et donc, du coup, vous allez manquer au niveau calorique d'énergie pour tenir. Après, encore une fois, je vous parle d'une diète long terme. Hein. Là, je vous parle pas du petit régime, du petit truc qu'on le fait 2 jours. Là, j'essaye de poser des arguments pour les personnes qui voudraient suivre cette diète-là pendant longtemps. Donc, du coup, il va y avoir un manque de micronutriments ou un manque d'énergie. Donc, voilà. Ensuite, ils disent que c'est très compliqué de dépasser son total calorique, même avec des aliments malsains, sur un repas. Et là, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, j'arrivais à faire un repas au McDo, je me souviens, lors des cheat meals, de 3000-3500 calories en un seul repas. Et preuve à l'appui, je me rappelle, j'avais des photos sur mon compte Instagram qui montraient ce que je mangeais. J'avais fait le calcul, il y avait 3500 calories de fast-food. Je suis pas à 3500 calories pour me maintenir. Il m'en faut bien moins pour perdre du poids, et donc du coup c'est possible d'être en surplus calorique sur un seul repas quand vous mangez crade. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont se dire attends, régime magique, je peux manger ce que je veux et perdre du poids. Non. Si tu manges mal des mauvais aliments très riches et très bullshit, très IG élevé, très tout ce que tu veux comme ça de négatif, il se peut que tu ne perds pas de poids et que même tu en prennes. Donc voilà, c'est la croyance que c'est impossible d'atteindre son total calorique sur un repas, je suis pas du tout d'accord, c'est largement faisable. Hein. Après, il y a l'histoire de l'assimilation. On va pas bien assimiler cet excès. Ben ouais, mais bon, en règle générale, ce qu'on absorbe plutôt assez bien, c'est les sucres. Et donc du coup, quand on apporte beaucoup de calories de mauvaise qualité sous forme de sucre, ben ceux-là, on va les assimiler. Il y en a qui vont dire oui, mais on va mal les métaboliser. Ben en fait non, on va tous les métaboliser, mais sauf qu'il y aura une partie glycogène, une partie glycogène hépatique, glycogène musculaire, une partie aussi dans le tissu adipeux, une grosse partie dans le tissu adipeux. Donc on va toujours le métaboliser. C'est sauf que on peut en faire beaucoup de gras aussi. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut voir les choses. Donc je vois pas de régime magique là-dedans. Je vois une approche qui peut être intéressante pour les personnes qui sont en fort surpoids ou en pathologie, etc., qui vont être surveillés par un médecin, ou alors ce sera le médecin qui va leur recommander, je ne sais pas. Mais ça peut être une approche intéressante. Je suis pas frileux de dire ça, parce que moi-même je l'ai eu fait. Mais par contre, je l'ai pas fait sur 2, 3, 4, 5 jours. Je l'ai fait ponctuellement sur une journée pour laisser peut-être mon organisme un petit peu au repos après un festin alimentaire, tout simplement parce que j'avais pas faim et que j'avais pas envie de manger et que je faisais pas de sport durant la journée. Donc du coup, je ressentais pas le besoin de manger et je voyais ça un petit peu comme une espèce de je laisse mes tripes au repos pendant 24 heures avant de recommencer à manger. Mais je voyais pas là-dedans une stratégie autre en fait, et de par mes petites actions du quotidien, de me permettre de brûler un petit peu les excès de la veille quoi. Et mes actions du quotidien, c'était quoi ? C'était je sais pas, marcher, bouger, mais rien de très intense. Par contre, je mettrais un petit bémol pour les personnes qui sont anxieuses, dépressives, sujet à l'anxiété, aux crises d'angoisse, de panique, toutes ces choses-là, parce que ne pas manger le matin, alors quand tout va bien, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais si vous avez un petit moment de stress, un truc qui va vous stresser, vous allez vous rendre compte que votre stress il va être amplifié et ça va être très compliqué pour vous de vous en sortir, tout simplement parce que quand vous êtes stressé, les hormones du stress vous pompent déjà un petit peu le sucre qui circule dans le sang. Donc du coup, il y a des alternances avec le cortisol et l'insuline un petit peu pendant les périodes de stress. Et donc du coup, ne pas manger peut vous faire tomber en hypoglycémie, et l'hypoglycémie peut déclencher ensuite des crises de panique, etc. Parce que vous avez des sensations désagréables, palpitations, vertiges et toutes ces choses-là, et vous pouvez vous rendre, avoir l'impression que ça va mal, quoi. Alors que c'est tout simplement une hypoglycémie due au stress parce que vous n'avez pas mangé le matin. Pour ces personnes-là, évitez ce genre de jeûne. Évitez ce genre de diète parce que vous allez un petit peu vous détruire plus que vous soigner, entre guillemets. Donc préférez ça, de toute façon, pour les personnes qui sont stressées ou qui sont sujets aux hypos et tout ça, je recommande plutôt, de toute façon, comme toujours,
depuis tout le temps. La diète plus ou moins que je fais moi, ça va être plutôt des graisses et des protéines au petit déjeuner et de modérer son apport en glucides sur la journée, mais surtout d'avoir des index glycémiques plutôt bas, ce qui aide un petit peu pour le stress et l'anxiété et aussi pour le tour de taille. Donc vous gagnez sur les deux plans. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui sur YouTube, dans les podcasts et tout, il y a des sectes, des chapelles et tout. Non. Moi, j'ai ma pratique qui me concerne moi. Et chacun est libre de faire celle qu'il veut. J'ai des proches qui consomment énormément de glucides, ça leur réussit très bien. Moi, personnellement, ça me réussit pas du tout. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai eu un passif en surpoids? Je sais pas. Moi, je pense que oui. Parce que je métabolise assez mal les glucides. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis tourné vers cette approche-là. Mais une personne qui les tolère très bien, tant mieux pour lui. S'il peut manger de tout, évidemment de manière saine et rester en forme, tant mieux pour lui. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur le régime OMAD. Je pense qu'il y en a qui s'attendaient à si est-ce que c'est bien ou pas bien. Vous n'avez pas eu la réponse aussi stricte que ça. Ça peut être bien pour certains, mal pour d'autres, et vice versa. Donc voilà, c'était juste mon point de vue sur ce sujet. On s'arrête ici pour cet épisode. Tous les liens que j'ai cités dans ce podcast sont disponibles dans la description. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.